voudrais parler du problème de Schrödinger. Alors, j'ai trois heures. Alors, c'est simple, hein, je voudrais faire le lien entre Schrödinger Otto et ce que j'appelle Newton, une simple équation de Newton. Donc, je voudrais faire un premier cours sur le problème de Schrödinger, un deuxième sur le calcul d'Otto, puis mixer les deux pour établir une équation de Newton. Alors, c'est Schrödinger lui-même. Alors, qu'est-ce que c'est que le problème de Schrödinger? Donc, c'est lui-même en 1931, je crois, qui se pose la question suivante. Donc, je vais faire 5 minutes d'heuristique avec les mains. Enfin, c'est ce qu'a fait Schrödinger et il y a réussi. Hein. Là, on prend n, un certain nombre de particules, n assez grand, et je prends deux mesures, mu nu, c'est les probabilités dans Rn, par exemple. Et puis, vu que Schrödinger il aime bien observer les choses, il sait que si il prend n particules, x1, 0, x2, 0, etc., xn, 0. Et puis, il a observé, parce qu'ici il observe bien, que 1 sur n, la somme des Dirac en x0i, ça ressemble à mu. Ou alors, si vous voulez, la limite, quand n est grand, si on prend la mesure empirique, ça ressemble à mu. Et puis, puisqu'il a observé. Et ensuite, on a les particules bougent selon un brownien. À chaque fois avec des browniens indépendants. Donc ici, on arrive à x1, 1. Ce n'est rien d'autre que x1, 0 plus b1, 1, etc. Et puis la dernière, x1n, qui n'est rien d'autre que x0n plus le brownien. Et tous les browniens sont indépendants. Et la particularité, c'est qu'il a vu le point de départ, mais il a aussi vu le point d'arrivée. Il sait, tiens, après avoir attendu un temps t égale 1, il a vu, c'est une condition aussi, qu'à l'arrivée, il a vu que c'était nu. Ça, c'est son problème. Enfin, c'est l'énoncé de son problème. Et la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui se passe au milieu? Donc la question est, la limite, hein, si on veut, parler limite si on veut, mais ce n'est pas obligatoire. On prend le temps t égale 1,5. Qu'est-ce que c'est que ce machin-là? Et c'était la question que s'est posée Schrödinger dans les années 30. Alors bon, nous, on est quand même assez rusé. Donc, je vais appeler ça mu t. Et je prends un petit t ici. Bon, si on tire au point 1,5, on peut voir ce qui se passe un peu à gauche, un peu à droite. Et la question de Schrödinger, tiens, quel est ce mu t? Pardon, ça c'est mu t. Et qu'est-ce que c'est que ce mu t-là? C'est ça sa question. Alors, il est quand même il est assez doué, Schrödinger, et avant même, bon, alors si on connaît un petit peu ça, c'est vraiment un principe de grande déviation, mais les principes de grande déviation, c'est, je crois que les premiers résultats, c'est Cramer, c'est plutôt dans les années 32, mais Schrödinger avait compris, alors je peux peut-être passer le théorème de, je peux écrire énoncer le théorème de Sanoff quand même. Je n'ai pas l'année du théorème de Sanoff. Le théorème de Sanoff, il dit que si yn, c'est 1 sur n, somme des delta xi, où les xi, c'est des variables aléatoires indépendantes identiquement distribuées. Alors quoi? Yn vérifie un principe de grande déviation. Donc, si vous prenez un A, un ensemble inclus dans l'ensemble des probabilités
Ici, je suis dans Rn. Ça vérifie un principe de grande déviation. Donc ça, c'est l'inf. Alors, je vais peut-être P. P appartient à. Sachant R, où R, c'est la loi dxi. Donc le principe de grande déviation nous dit que si vous prenez xi, des variables aléatoires indépendantes, identiquement distribuées, ce machin-là, c'est ta valeur dans les probabilités, ça vérifie un principe de grande déviation de ce type-là. Donc ça, c'est le théorème de Sanoff. Hein. Il y a les deux grands théorèmes, et Cramer, puis après Sanoff pour les grandes déviations. Je ne veux pas parler de grandes déviations ici. Mais juste pour dire que, au final, ce machin-là, il atteint son minimum lorsqu'on atteint la loi de R ici. Et Schrödinger, il a compris ça. Il a dit que, alors comment le noter? Donc je vais peut-être le noter proprement au-dessus, en dessous. Donc si la limite 1 sur n, la somme Médirac i, alors point i, donc ça c'est une probabilité sur les trajectoires. Cette probabilité-là, alors que je regarde la même notation, on va appeler ça Q chapeau. Et Schrödinger a montré que Q chapeau réalise le minimum de l'entropie de Q sous R, où R, c'est la loi du mouvement brownien. Et ici, on va prendre le minimum sur toutes les probabilités Q sur l'ensemble des trajectoires qui admet deux marginales, Q0, la première, c'est-à-dire autant t égale 0 égale mu, et Q1 égale nu. Donc il a fait ça avec les mains, ce qui est assez impressionnant pour son époque. C'est qu'il va décrire exactement pour tout temps la mesure mutée ici, en fait, va réaliser le minimum de l'entropie. Donc là, on va minimiser l'entropie le long des trajectoires. Et puis si je l'arrête, ce minimum-là, au temps t, j'ai exactement la mesure mutée. Ça, c'est 1930. Alors vous savez que, comme moi, et peut-être mieux que moi, que Schrödinger a fait des mille choses, et un problème, des équations, etc. Et ce problème-là a été un peu oublié, enfin, ou écrit d'autres formes. Et il revient au goût du jour, très fortement, parce qu'il y a plein d'applications en transport optimal, en économie, en statistique, etc. Et le problème de Schrödinger, voilà, fonctionne énormément depuis à peu près 10 ans. Et alors mon but ici est de vous expliquer un peu plus clairement et vous donner les applications que nous, on en a fait. Je vais essayer d'être un peu rigoureux, hein, ne vous inquiétez pas. Ne restez pas avec les mains, mais... Alors, qu'est-ce que le problème de Schrödinger? Alors, donc le problème de Schrödinger. Nous, on l'appelle comme ça, parce que vraiment, il vient de Schrödinger des années 30. Il a un autre nom comme régularisation anthropique aussi. Et c'est souvent utilisé en analyse. En tout cas, nous, c'est comme ça. Alors, on a un cadre, nous. Je propose le cadre le plus simple, sur lequel tout fonctionne bien, et c'est simple, hein, il n'y a pas de difficulté. Je prends n
Une variété lisse, connectée, tout ce que vous voulez, compacte. C'est quand même beaucoup, beaucoup plus simple quand c'est compact. Alors, on a besoin aussi d'un mouvement brownien. Donc, j'appelle aussi R. C'est la loi du mouvement brownien. Sur N, évidemment. Alors, dit autrement, si vous ne voulez pas parler de loi du mouvement brownien, c'est la loi du processus de Markov de générateur, l'opérateur de Laplace-Beltrami. OK. Pas en tant que processus, en tant qu'avec le générateur. Alors j'ai une chance, c'est que j'ai besoin d'avoir la loi R, c'est la loi du mouvement brownien. Mais attention, je n'ai pas précisé. R, c'est une probabilité sur l'ensemble des trajectoires. Et j'ai besoin de donner la loi initiale de ce processus. Donc on suppose que le mouvement brownien, pas comme dans mes cas à nous où il partait d'une Dirac en zéro, là, mon mouvement brownien part d'une mesure de proba la mesure s'appelle M, c'est la mesure riemannienne. Alors tout se simplifie un petit peu pour moi, parce que j'ai supposé que ma variété est compacte. Donc ma mesure riemannienne, c'est une mesure finie, je peux la normaliser pour qu'elle soit une mesure de masse finie, et tant qu'à faire de masse 1. Donc c'est une proba. Tout fonctionne, hein. Vous pouvez très bien vous amuser à faire un mouvement brownien qui part, dans Rn, qui part de la mesure de Lebesgue. Bon, ce n'est pas une mesure de proba, alors c'est un peu pénible, mais tout fonctionne de la même façon, vous intégrez par rapport à une mesure de masse infinie, et ça fonctionne. Mais c'est quand même un peu, il y a quelques difficultés. Donc j'ai une proba sur les trajectoires, c'est le mouvement brownien. Donc il ne se passe rien pour lui, hein. En particulier, j'appelle RT, c'est T, on note comme ça, push forward R, ça veut dire que c'est la loi du mouvement brownien autant T. D'accord? Mais je suis parti ici de la mesure riemannienne. Mon opérateur de Laplace-Beltrami, il est auto-adjoint. Bah, lui, il ne se passe rien, hein, c'est M, hein, quel que soit T. D'accord? Parce que c'est auto-adjoint, c'est un processus réversible, donc c'est toujours M. C'est comme si vous partez du mouvement brownien qui part de la mesure de Lebesgue, bah, il ne se passe rien, c'est toujours la mesure de Lebesgue, au tout temps, pour chaque temps. Pourquoi je mets comme ça, plutôt xt? D'accord, s'il y a quelque chose qui n'est pas très clair, vous me dites. Hein. Alors, je peux aussi définir R01, c'est x0, x1, c'est la loi du couple, partant de 0, arrivé en 1, de la loi. Donc ça, c'est une probabilité de n croix n. D'accord? C'est le pont brownien, partant de la mesure ici riemannienne. Alors, exemple. L'exemple tout con. Évidemment, je prends le cas que je n'ai pas mis là. Hein, mais dans Rn. Ben, lui, on le connaît bien. R01, c'est exponentielle moins x moins y au carré sur 4 divisé par 4pi à la puissance n sur 2. Pourquoi je disais par 4, je ne sais plus. C'est 2. Donc, ici, on voit bien que ce n'est pas une mesure de probabilité, quoi. D'accord? Donc là, c'est l'exemple que normalement, je ne traite pas ici. Mais... Donc ça, c'est le cadre
du problème de Schrödinger. Alors maintenant, je peux définir tout simplement qu'est-ce que c'est que le problème de Schrödinger. Donc c'est une définition. Vous promenez deux mesures mu0, mu1, des probabilités sur ma variété compacte. Et puis on cherche. Alors, donc on appelle ça Schrödinger en statique, comme ça. Ce n'est rien d'autre que l'inf de l'entropie de gamma sous R01. Et je prends l'inf sur tous les gammas possibles. Donc, petit gamma appartient à grand gamma de mu0. Mu1, c'est ça la définition du problème Schrödinger. Alors, qu'est-ce que c'est que grand gamma? Donc, petit gamma appartient à grand gamma de mu0, mu1. Ça veut dire que c'est une probabilité sur n croix n qui a mes deux marginales, mu0 et mu1. Donc, c'est équivalent à dire que gamma, c'est une probabilité de n croix n. Et puis, si je prends phi de x plus psi de y des gamma de xy, deux fonctions test, ça, ce n'est rien d'autre que l'intégrale de phi des mu0 plus psi des mu1. Je n'ai pas défini entropie. L'entropie, c'est quelque chose de général. H de Q par rapport à R, c'est l'intégrale de log dQ sur dR. dQ, bah, si ça existe, plus l'infini, sinon. Donc si Q, voilà l'entropie relative, donc ça c'est l'entropie relative. Alors l'entropie relative elle est très très agréable, en particulier si R est une mesure de probabilité. Et c'est le cas pour nous parce qu'on a simplifié, on a pris une variété compacte. Donc l'entropie relative, elle est toujours positive. Et elle vaut 0 que si Q égale à R. D'accord? Ici, on a une fonction qui est strictement convexe. Bon. Donc c'est ça ce qu'on appelle, décrit dans un langage un peu plus moderne, le problème de Schrödinger. Et le problème de Schrödinger, ça va être étudier cet infimum, et en particulier étudier le minimiseur. Alors, on joue un peu sur les deux. Que vérifie le minimiseur et que vérifie cet infimum? Et donc je voudrais donner les 3-4 théorèmes fondamentaux autour de ça. C'est un problème qui disparaît pendant 10 ans, qui revient, qui disparaît, puis actuellement il est au goût du jour. Alors, et je suis un peu tombé dedans. Alors, la première proposition, évidemment, c'est un problème d'optimisation. Hein. On a un ensemble ici, grand gamma, et puis il faut minimiser l'entropie. Bon, c'est quelque chose qu'on fait. Donc la proposition ici, c'est Follmer. Donc il y a un cours donné à Saint-Flour où en fait il reprend ça, Follmer. Hein. Donc il existe un unique gamma chapeau tel que problème de Schrödinger statique donc là je précise, je n'ai pas précisé ici. QR sur n'importe quelle mesure, il faut faire un petit peu attention, mais en gros c'est vrai pour n'importe quelle mesure. Ça c'est vrai que si R est une proba. Sinon ça c'est pas bon. Donc Follmer il démontre tout simplement
déjà, ce qui est assez naturel, il existe une unique mesure gamma chapeau qui vérifie les bonnes hypothèses telles qu'on est ça. Alors pourquoi ça? Ça c'est quand même assez simple. Enfin, je veux dire, c'est assez simple. Maintenant, c'est assez simple. Hein. La preuve, que je ne vais pas faire en détail, mais on minimise une application. Donc l'application, donc le premier point, cette application-là, elle est semi-continue inférieurement. Parce que ça peut être défini sous forme d'un inf, etc. C'est pas très compliqué. Alors j'ai caché un peu la topologie. Ici on met la topologie classique de la convergence faible. Ce machin-là il est compact pour la topologie faible. Donc il y a un minimum. D'accord? Il va conserver les mêmes bornes. Et puis ici, l'entropie, si je peux l'écrire comme ça, c'est log de x, x log x, qui est une application strictement convexe. Donc l'entropie est strictement convexe. Donc ça donne ça, l'existence. Et l'unicité, car x donne x log x, est strictement convexe. Donc il ne peut pas avoir deux minimiseurs, il y a un unique minimiseur là-dedans. Donc ça c'est très bien. Ça c'est le premier résultat. Alors Follmer il est quand même assez rusé. Il va plus loin. Et puis avec notre mot à nous, on va définir un autre problème Schrödinger qui est peut-être plus important. Pareil, j'ai mon mu0, mu1, les probabilités dans n, et je définis Schrödinger dynamique. C'est l'inf, cette fois-ci, de h de q par rapport à r. Donc, je vous rappelle que r, c'est une probabilité sur l'ensemble des trajectoires, c'est la loi du mouvement brownien. Et je minimise sur q l'ensemble des trajectoires, l'ensemble des probabilités sur trajectoire. Mais il faut bien quand même que je suppose que Q0, donc ça c'est ma première marginale qu'on note X0, push forward, Q, je suppose que je suis parti de mu0, et Q1. Donc on peut définir le problème de Schrödinger dynamique. D'accord? Et alors ce que démontre Follmer, c'est que les deux problèmes sont égaux et qu'on a égalité entre le problème dynamique et statique. Bon, en tant que tel, c'est assez, à la lueur de la démonstration, c'est assez naturel. Donc la proposition, c'est la suivante. Donc c'est encore Follmer, en 88, qui dit que Schrödinger statique est égal à Schrödinger dynamique. Alors, on va faire la preuve. Pardon? J'ai appelé ça comme ça. Donc, c'est la loi de c'est la mesure au temps zéro. Donc, x0, c'est le processus canonique, si tu veux. Donc,
dQ, c'est F des... donc ça c'est pareil que... Donc c'est la loi. Donc c'est la loi de... Bah, c'est écrit là. Hein. Donc c'est la loi au temps 0. D'accord, je ne sais pas ce qui se passe après. Je ne sais pas si c'est clair ce que j'écris. D'accord, on a une évolution. Là, je ne parle pas évidemment des corrélations, hein, c'est juste l'évolution au temps t, au temps 0, c'est mu0. Je ne sais pas ce que ça fait après. Et au temps t égale 1, c'est mu1. Et ça s'est promené entre temps. OK? Alors, il utilise une très jolie formule de décomposition de l'entropie. Donc, on a un petit lemme que je ne vais pas démontrer parce que je vais me planter dans les espérances conditionnelles. Donc, ça, ce n'est rien d'autre que plus l'intégrale multiplié par Q01 dx dy. Donc, j'explique un peu cette formule. Ce n'est rien d'autre qu'une décomposition d'espérance conditionnelle. Alors, l'espérance conditionnelle fonctionne très bien si on est même si on est avec des probabilités, des mesures pardon, de masse infinie. Mais là, je suis avec des mesures de masse finie, donc c'est encore plus simple. Donc là, on a deux mesures qui appartiennent à des probabilités sur les trajectoires. En fait, on peut savoir ce qui se passe, l'entropie par rapport à ce qui se passe au début et à la fin, R01 et Q01, plus un mixte de ce qui se passe entre, entre 0 et 1. Alors ici, QXY, c'est Q. Donc c'est une mesure de proba, sachant que je suis parti de x0 égale à x et que x1 égale à y. Et la même chose pour R. Donc ce n'est rien d'autre qu'une loi conditionnelle. Donc ce n'est pas très difficile à voir cette formule. C'est une désintégration de mesure. Bon, ça c'est un petit lemme qu'on peut démontrer assez simplement si on ne s'y perd pas sur la désintégration de mesure. Alors, à l'heure de ce petit lemme, on peut parfaitement comprendre que le cas de Schrödinger statique, c'est pareil que le Schrödinger dynamique. Pourquoi? Parce que ce machin-là, c'est positif. C'est un fait. Alors, pour ceux qui sont vraiment intéressés, c'est positif parce que RXY, c'est toujours une mesure de probabilité. Même si au départ, R, je n'étais pas sur une variété compacte, ce n'était pas une mesure de proba, à partir du moment où je peux conditionner là-dedans, ça devient une mesure de probabilité. Ouf! Donc là, c'est toujours positif. Bon, dans mon cas, tout est une mesure de proba, donc ça marche bien. Donc ce machin-là est toujours positif. Donc à partir du moment où je prends le minimum ici, Q01, c'est le début de la première marge et la dernière marge, et là, j'ai toujours une inégalité dans un sens, puisque j'intègre après par rapport à une mesure, donc c'est positif. Donc, on peut écrire comme Q01, R01, c'est toujours inférieur. On a toujours cette inégalité-là. Donc en particulier, le cas statique, entre mu0 et mu1, c'est inférieur à Schrödinger dynamique. Donc le cas d'égalité, vu que j'ai dit que c'était égal, on n'a pas le choix. Il faut que ceci soit égal à 0. D'accord? Donc si j'arrive à exhiber un Q chapeau ici,
qui fait qu'en égalité, j'ai gagné. D'accord? Puisque le dynamique, c'est le minimum sur tous les Q, etc. Donc on a gamma chapeau, le minimiseur. Du statique. Je n'ai pas tellement le choix. Ici, Rxy, c'est vraiment la loi d'un pont brownien. Je suis parti de X, je bouge selon le mouvement brownien et j'arrive en Y. C'est vraiment la loi d'un pont brownien. Et donc, j'ai ma distribution couplée. Et puis après, en chaque point, je me déplace selon un pont brownien. Alors, je regarde quand même pour ne pas écrire de conneries. Je posons. Q chapeau. Ce n'est rien d'autre que l'intégrale de Rxy. Je bouge selon un pont brownien. Et puis, je ne suis pas fou. Ici, je mets gamma chapeau de dxy. Donc Q, c'est une mesure sur les trajectoires que j'applique à Rxy, qui est la loi du pont brownien. Et après, j'intègre par rapport à gamma chapeau, qui est le minimiseur. Alors, par ce biais-là, on démontre, si on ne s'est pas perdu un peu dans les notations, que Q chapeau xy, on n'a pas le choix, c'est Rxy. Bon, mais si on a ça, ça veut dire que ce terme-là, ça vaut 0. Et qu'on a égalité entre les deux. Si on regarde entre deux yeux cet objet-là, on n'a que Q chapeau. La première marginale, c'est bien mu0. Bon, on le voit ici, parce qu'ici, après, quand on intègre par rapport à Y, il ne reste plus que la première marginale. C'est assez facile à voir, ça, on écrit proprement les calculs et on voit directement. Donc, vu qu'on a Q chapeau qui ça vérifie les bonnes contraintes, on a ici égalité. Si on a ici égalité, on a ici égalité. J'espère que vous n'avez pas tous perdu dans mes calculs d'espérance conditionnelle. Donc, c'est exactement la même chose. Alors, on fera le parallèle, évidemment, avec le transport optimal. C'est exactement la même chose avec le transport optimal. Si on sait où X va aller au point 0, au point Y, bah là, je le fais passer selon un pont brownien. Dans le transport optimal, on prend une géodésique. Mais c'est exactement la même chose. Donc ça, c'est le premier gros théorème. Qui apparaît dans le problème de Schrödinger. Donc ça, c'est Fulmer. Deuxième théorème. Donc si on peut peut-être faire le parallèle, parce qu'on viendra après sur le parallèle sur le transport optimal, ça c'est vraiment l'existence d'un problème statique du transport optimal avec un problème dynamique du transport optimal. C'est la même chose. Le problème de transport optimal dynamique, c'est qu'on va doucement transporter la masse qui était à gauche vers la droite. Et c'est pareil que d'avoir un plan de transport qui se transporte directement en 0 et en 1. Et là, c'est le problème dynamique. Et puis, un deuxième théorème que je trouve magnifique dans le transport optimal, c'est le théorème de Brognier qui dit qu'il y a une unique fonction convexe qui envoie une mesure sur une autre. Et bien là, c'est pareil. C'est pas exactement pareil, mais c'est quelque chose qui est assez proche. On va essayer de décrire les minimiseurs du problème Schrödinger. J'étais un peu flou ici. mu0, mu1, c'est que c'est des probabilités. Si mu0 n'a pas une densité strictement positive,
le problème de Schrödinger, il est plutôt égal à plus l'infini. Donc là, je n'ai pas dit que c'était fini ou pas. Si je veux être plus précis, dans là, je n'ai pas trop le choix. Je prends mu0, mu1, des probabilités. Je supposais qu'ils ont des densités strictement positives. Donc M, c'est toujours ma mesure de riemannienne. Alors moi, je suis un peu flemmard, j'appelle ça mu0. Donc sa densité, je confonds avec la mesure. Et la mesure, la densité est strictement positive. Et puis pareil pour mu1. Il faut avoir des densités strictement positives, sinon il y a un vrai problème. Alors si les deux densités ont le même support, on va pouvoir se débrouiller quand même, mais c'est un peu... Bon, c'est plus simple quand c'est les deux densités strictement positives. Alors il existe unique, alors couple FG qui vont de n dans R+, positif. Alors elles sont mesurables. Normalement, je ne précise pas si elles sont mesurables. Mais là, c'est la seule information que l'on ait, c'est que ces deux fonctions-là sont mesurables. Alors, elles sont uniques à une constante multiplicative. Prêt. Tel que, comment je note, gamma chapeau, ce n'est rien d'autre que f de x0 fois g de x1. Ici, c'est R 0,1. Je peux décrire exactement quelle est la tête de mon minimiseur. Et c'est simplement le produit de f au point x0 fois g x1. Normalement, je ne devrais pas su comme ça, c'est très bien. R0. Donc, non, c'est bizarre, ça ne devrait pas être écrit comme ça, c'est pour être propre. Hein. Bon, très bien comme ça. Ça veut dire tout simplement que si j'intègre par rapport à une fonction test, c'est f de x, g de y, R01 dx dy. Donc je rappelle que R01, c'est la loi du pont brownien partant de la mesure riemannienne. Alors, ça, le premier résultat, hein, je crois que c'est Bernstein, en 1932, qui va avoir les prémices des premières idées. Ça se passe comme ça, donc juste après le papier de Schrödinger. Schrödinger, il a bien compris que c'était le minimum réalisé par entropie, mais il n'avait pas exhibé proprement la mesure. Gamma chapeau. Donc Bernstein, le même des polynômes de Bernstein, hein, qui a exhibé ça. Donc c'est proche, pour ceux qui connaissent le théorème de Brognier, on a une expression très propre du minimiseur du problème Schrödinger statique ou dynamique, c'est pareil, parce qu'après il suffit de réintégrer par le pont brownien pour s'en sortir. Alors ça c'est très, très simple. Alors la preuve n'est pas difficile. Alors, il y a plusieurs façons. Il y a une façon où on veut démontrer ça, et c'est une preuve, on va dire, d'analyse fonctionnelle. Donc on minimise l'entropie. Bah, c'est une fonctionnelle convexe. On va se débrouiller, on va faire un taux d'accroissement de cette fonctionnelle. Et puis on voit qu'on n'a pas trop le choix, que c'est dans le bon espace, que c'est forcément dans un espace produit f fois g. Le problème, c'est que de cette démonstration, jusqu'à récemment, jusqu'à 3-4 ans, hein, on n'avait aucune idée de la régularité de f et g. C'est-à-dire qu'on ne sait même pas si c'est L1, on ne sait même pas si c'est à l'infini. On ne savait même pas que si on prenait mu0, mu1, c infini sur ma variété, est-ce que f et g étaient bien c infini, borné, etc. quoi. Donc c'est parce que c'est dû à la démonstration. Alors, on note, nous,
Qt, donc on a Qt chapeau, donc c'est le minimiseur. Qt, c'est le minimiseur. Donc si je vous rappelle, c'est une loi sur trajectoire. Bon, on s'y perd un petit peu, donc on note Qt chapeau, c'est xt fois q. Donc c'est autant t que vaut la mesure. Ce machin-là, ce n'est rien d'autre, ça appartient, c'est une probabilité sur n. Tout simplement une probabilité sur n, autant t que vaut cette mesure. Bon, c'est idiot, mais moi je l'appelle muté, qui a probabilité sur n. Donc muté, j'ai perdu ici, hein, j'ai perdu les corrélations, tout ça. Bon. Hein, c'est juste, j'ai un chemin de probabilité. Muté est ce qu'on appelle l'interpolation anthropique. Dans le milieu du transport optimal, ils appellent ça la régularisation anthropique. Donc c'est l'interpolation anthropique, et donc c'est un chemin extraordinaire qui part de mu0 et qui arrive en muté. Bon, mon dessin n'est pas beau, je préfère le mettre comme ça. Voilà, ce machin-là comme ça. Parce que il faut imaginer ce qui se passe. On sait que le chemin part de mu0 et qu'il arrive en mu1. Mais imaginons que 1 vaut 10 000, un long espace de temps. Lui, il veut minimiser l'entropie, qui est encore là-haut. Donc au début, il part de mu0, puis après, il veut minimiser l'entropie, donc il part très très vite. Vers quoi? Vers la mesure invariante pour minimiser l'entropie. Donc il va tranquillement ici aller vers... Il a envie d'aller vers la mesure invariante pour avoir une entropie le plus petite possible. Et puis arrivé au temps et demi, bah ouf, vite, il faut que je revienne à la maison, que j'aille en mu1. Donc c'est une courbe que j'ai envie qui ressemble à ça. D'accord? Alors vous faites un petit calcul. Alors une autre définition. On note PTF. Donc PTF, c'est une application qui a xt. Donc moi, je note comme ça. Ça, c'est la solution de l'équation de la chaleur. Toujours avec mon opérateur de Laplace-Beltrami. Donc je note comme ça, c'est le semi-groupe de la chaleur. Alors le semi-groupe de la chaleur, là, ce n'est pas une définition, mais c'est une propriété classique. On sait que PTF de x, c'est l'espérance de f de xt. Alors, c'est pas très... sachant que x0 et x, et là, j'intègre selon le mouvement brownien. Donc, l'espérance de f de xt, si je cherche le mouvement brownien, mais attention, je l'ai fait partir de x. Ça, c'est exactement mon semi-groupe de la chaleur, solution de l'équation de la chaleur. D'accord? Alors, ça, c'est rien d'autre, sachant. Ça, c'est rien d'autre qu'une espérance conditionnelle, et j'ai envie de comprendre ce machin-là à l'aide de ce que je sais faire, la solution de l'équation de la chaleur. Alors, je ne vais pas... Je ne vais pas vous faire souffrir avec des petits calculs d'espérance conditionnelle. Mais partant de là, je peux calculer exactement quelle est muté, parce que muté est relié à Q chapeau qui est relié à gamma. Donc ça, c'est une proposition, si vous voulez, mais c'est très simple à démontrer. Il faut juste être un peu courageux. Quel que soit t appartenant à 0,1, muté
c'est une mesure de probabilité. F de x0, c'est qu'on y va en avant. PTF. G de x1, je suis revenu en arrière, donc c'est l'équation de la chaleur qui est rétrograde. Et tout ça, c'est par rapport à la mesure riemannienne ici. Là, c'est rien que je fasse le calcul au tableau, je me vautrer et ça prend 5 lignes d'espérance conditionnelle dans tous les sens, à partir de la formule qui est ici. Alors là, quand je vois ça, j'ai vu ça, j'ai rencontré ça il y a 5-6 ans, je tombe un peu des nues. Hein, il existe un unique couple FG, alors à une constante près, parce que si je multiplie F par une constante, je peux diviser G par une constante. Mes semi-groupes, c'est semi-groupe linéaire. Il existe un unique couple FG, tel qu'on a un très joli chemin qui va de mu0 à n'importe quel mu1. Il va exister F et G. Donc ça, c'est un résultat absolument magnifique. Alors, il faut quand même imaginer qu'on a FG, c'est solution d'un système non linéaire assez moche. Si je prends t égale 0, si je prends t égale 0, ah oui, j'ai pas dit, mais c'est la solution partant de f ici. Hein. Quand t vaut 0, ça vaut f. P1G et mu1, c'est P1F G. Donc un système un peu non linéaire, assez moche, qui admet une unique solution. Bon, on regarde dans le blanc des yeux, on se dit, bon, on va quand même pouvoir le trouver. Donc effectivement, il y a de l'algorithme, hein, l'algorithme de Sinkhorn. Et c'est comme ça un petit peu que les analystes sont tombés là-dessus, permet de calculer f et g. Donc l'algorithme de Sinkhorn, il est très simple. Hein, quand on voit ça, on voit que ça marche, quoi. Bon, au début, on dit on ne comprend rien, donc on va prendre g égale 1. Donc g0 égale 1. Bah, si je prends g0 égale 1, bah, f, je n'ai pas tellement de choix. Ouais, mais si j'ai chopé f0 égale mu0, ben je sais ce que vaut g ici. G1, c'est P1 mu0 divisé par mu1. Ah, mais si j'ai g, eh ben j'ai f, etc. Et puis dans le cas d'une variété compacte, on a bien la convergence, comme il faut, vers le couple FG. Alors, ce qui n'est pas évident, et ce qui a été démontré dans la thèse de Luca Tamanini, un étudiant de Nicola Gilli, c'est qu'effectivement, si mu0 et mu1, est-ce qu'on a envie de faire des C infini, des densités C infinies strictement positives, bah, vu que là, ça régularise, bah, effectivement, f et g vont bien être C infini. Et ça, c'est une propriété fondamentale, c'est que mu t est une interpolation C infini, holomorphe, je ne pense pas, entre mu0 et mu1. Et ça, c'est extrêmement rare, hein, d'avoir ces machins-là. Ça, c'est rare, et ça marche bien. Ah oui, j'ai oublié les M, là. Bon, on s'en fiche un peu. Hein. Bon. Les M, je les oublie assez souvent. Je me suis arrêté comme ça, mais je n'ai plus rien marqué. Ah, c'est pas grave, je vais faire ça de mémoire. Alors, quel est le lien avec le transport optimal? Alors, on peut le faire un petit peu à la louche. Donc, je vous rappelle que c'est la définition de W2. Je vais me placer dans Rn, même si je sens un peu du calme, mais c'est plus agréable, au moins pour l'expliquer. Ça, c'est l'inf
d'intégrale de x moins y au carré, où je prends tous les gamma, bah justement, un plan de transport entre mu0 et mu1, c'est la définition de W2. Oui, mais dans notre cas à nous, je peux faire du transport optimal à la Schrödinger. Dans Schrödinger, qu'est-ce qu'on avait dans Rn, hein? Donc c'est Rn. C'était exponentielle moins x moins y au carré sur 2 sur 2pi à la puissance n sur 2 dx dy. Alors quand je prends h de gamma par rapport à R01, alors ça c'est log de d gamma sur dr01 d gamma. Alors je vais me tromper, mais je fais un peu de mémoire, sinon avec les logs, je m'y perds un peu. Donc vu que ça c'est au dénominateur, au numérateur, je le passe là-haut, ça fait ça. Plus il y a gamma, log de gamma, d'accord, qui est là. Et puis il y a un petit terme résiduel, là, le 2pi puissance n sur 2. Plus, qui est en log, donc ça doit être plus ou moins quelque chose comme ça. Donc ça, c'est exactement le problème de Schrödinger dans le cas de Rn, parce que c'est plus simple. Alors on voit que c'est exactement ici W2, le transport optimal. Et on a ajouté gamma log gamma. Alors, Yann Brenier, qui est quand même quelqu'un d'assez rusé, il aime bien travailler sur W2, il a travaillé beaucoup sur W2, etc., en mécanique des fluides, hein, c'est là d'où il vient. Et ça, c'est un problème de minimisation, mais pour une application qui est linéaire. Et ben, les ordinateurs, ils bug. Donc, sans rien connaître, lui dit « Ah, mais je comprends rien à ça, mais qu'est-ce que je fais ?» J'ajoute un petit bruit. Et le petit bruit, il prend la première fonction strictement convexe qui vient à l'idée, c'est gamma log gamma, ce qui est assez rusé, parce que c'est la seule qui se dérive très simplement. Par ce biais, il va minimiser non plus une application linéaire, mais une application strictement convexe. Donc l'unicité, c'est facile, il existe une unicité, ça dépend du petit epsilon. Donc il rajoute un paramètre epsilon ici. D'accord? Sans le savoir, il résout exactement le problème de Schrödinger. Donc maintenant, je rajoute du bruit dans mon Schrödinger. C'est-à-dire que R epsilon, c'est la loi du mouvement brownien ou du processus de générateur epsilon laplacien. J'ai le droit. Hein, sur un changement de temps, si vous voulez. Ça ne change absolument rien. Ici, ça rajoute un epsilon là. Donc ça rajoute. Ici, ça ne change rien. Ici, et là, ça fait un epsilon qui est là. Et donc là, j'ai mis un epsilon là. En espérant que mon tableau ne devienne pas trop dégueulasse. Qu'est-ce que j'ai défini? Donc, j'ai plus besoin de marquer dynamique, statique, je sais que c'est la même chose. Un problème de Schrödinger, epsilon. Ah. Q0 égale mu0 et Q1 égale mu1. Donc, définissant un Schrödinger epsilon, ou ici, voilà, j'ai peut-être fait une petite bêtise, je suis un peu perdu.
Il faut ici, il y a un epsilon là, qui est là. Et, voilà, et là, il n'y en a pas. Vous m'avez rien dit, hein. Et puis, ici, il n'y avait pas d'epsilon ici. Si, il y a là epsilon. Il n'y avait pas d'epsilon avant. Bref, vous n'écoutez rien, hein. Donc si je mets epsilon ici, l'epsilon ici disparaît, ici ça me rajoute un epsilon, et là ça me rajoute un epsilon ici. Et là c'était la racine de 2pi, quelque chose comme ça. Donc là ça me rajoute, si je multiplie tout par epsilon, ça vire sur l'epsilon qui est là, ça rajoute un epsilon là, ça rajoute un epsilon là. Donc, comme avait bien imaginé Yann Brenier, ce machin, alors c'est pas exactement la même chose, parce que moi j'ai un petit terme en plus, ici qui tend vers 0, puisqu'il y a epsilon devant. Mais on peut énoncer, et je vais m'arrêter ici, le dernier théorème, c'est que la limite, quand epsilon tend vers 0, de Schrödinger, epsilon, mu 0, mu 1, c'est égal à W2 carré. Alors bon, il faut faire attention, sur 2. Donc on a une approximation lisse, si vous voulez, ou une approximation du transport optimal par ce que nous on appelle le problème de Schrödinger. Ce qu'avait remarqué Brenier et ses collaborateurs, qu'en rajoutant gamma log gamma, ça crée une application strictement convexe pour trouver le minimiseur. Bon, je vais m'arrêter là. Merci de votre attention.